Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Le micro est bon? Bonjour à toutes et tous, merci d'assister à cette dernière table ronde de cette édition 2022 du CITEM. Je suis ravi de parler avec vous aujourd'hui des expériences immersives. Alors avant de parler du sujet, tout d'abord, je m'excuse au nom de Myriam Achard, qui est donc directrice des partenariats et du développement du Centre Phi de Montréal, parce qu'elle ne peut pas être parmi nous aujourd'hui pour des questions familiales. Donc nous avons la chance d'avoir deux intervenants et du coup, comme on a un petit peu de temps, je vous présenterai aussi l'un des projets d'Art Explora qui porte sur l'immersif. Donc, je suis Philippe Rivière, je suis en charge du numérique chez Art Explora. Art Explora est une fondation avec deux axes principaux qui sont l'accès à la culture au plus grand nombre et le soutien à la création contemporaine à travers des leviers tels que l'immersif, le numérique au sens large, mais l'immersif en particulier. Donc, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Je suis accompagné de Michael Kouzigou, qui est donc producteur d'expériences et fondateur de New Art Experiences, mais aussi vice-président de Motion Design Plus. Et je suis accompagné de Jacques de Tarragon, qui est le directeur de l'Atelier des Lumières. On a décidé aujourd'hui de vous parler, donc avec l'organisation du CITEM, de vous parler d'expositions immersives, non pas parce que c'est nouveau, mais plutôt parce que c'est partout. Le mot immersif est particulièrement galvaudé. Il y a de plus en plus de formes d'immersif, donc on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour se poser et avoir différentes visions de ce qu'est l'immersif à l'heure actuelle. C'est-à-dire la forme de l'immersif, les thématiques abordées dans l'immersif, aussi bien que les publics dans tout ça. Qu'est-ce qui retire d'une expérience immersive et du coup voir un petit peu la différence que l'on peut avoir entre les différentes expériences. Pour vous donner juste un petit aperçu de ce que l'on va échanger, des sujets sur lesquels on va échanger, on a donc notre vision très européenne, mais qui est très différente des visions nord-américaines. Par exemple, quand j'étais au CES de Las Vegas début janvier, à Las Vegas, donc dans cette petite ville, ça reste une petite ville, il y avait 2 expériences immersives sur Van Gogh. Donc c'était particulièrement parlant et le tout à des prix particulièrement élevés. Donc les visions sont différentes et pourtant assez intéressant à comparer. Donc pour commencer tout de suite, je vais donc laisser la parole à Michael, qui va d'ailleurs nous donner un panel, une big picture de l'immersif aujourd'hui à travers ces différentes expériences en France, vu que Michael a été directeur de lieux culturels tels que les arènes d'Arles et aussi anciennement directeur de l'Atelier des Lumières, puis a travaillé à Montréal, avec le studio Moment Factory, avant de revenir en France pour continuer cette aventure sur l'immersif. Merci beaucoup Philippe, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, j'ai eu la chance de participer à l'aventure du lancement de l'Atelier des Lumières, qui est un site que vous devez toutes et tous connaître aujourd'hui à Paris. Mais évidemment, mon ami Jacques en parlera mieux que moi. Je suis parti juste après, en fin 2019, j'ai eu la chance de partir à Montréal, rejoindre les équipes de Moment Factory, donc, qui est un studio de création immersive donc à Montréal et qui a une vingtaine d'années d'expérience, d'expertise dans le domaine de la création d'expériences numériques. Alors moi, ce qui m'a intéressé d'ailleurs pour partir à Montréal, ça a été vraiment de voir cette vision nord-américaine justement sur ces nouveaux formats culturels. Et je serais très heureux d'en parler avec vous parce qu'effectivement, comme l'a souligné Philippe, il y a des différences notables d'appréciation entre des expériences culturelles en France, des expériences culturelles en Europe et des expériences culturelles en Amérique du Nord. Alors j'ai fait un petit panel rapidement. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est comme ça qu'on avance, hein, c'est ça ? Alors en fait, les expériences immersives, c'est un marché évidemment en forte croissance depuis 4 ans, notamment depuis surtout le lancement de l'Atelier des Lumières. Et on va pas se mentir, ça a été véritablement un vrai vecteur
pour démocratiser ces nouveaux formats d'art numérique auprès du grand public. Jacques en parlera certainement, mais l'art numérique, effectivement, Culture Espace avait déjà initié des choses dans le sud de la France avec Cathédrale d'Images, au Beau-de-Provence. Mais effectivement, l'Atelier des Lumières, ça a permis vraiment de montrer au grand public ce que peuvent être des expériences immersives. Tout simplement aussi parce que la technologie aujourd'hui nous permet de pouvoir créer ce type d'expérience-là, donc soit en termes évidemment de matériel et en termes de logiciels. Aujourd'hui, c'est une économie qui est valorisée, qui est estimée à autour de 10 milliards de dollars donc chaque année. Et il y a un taux de croissance de 35% par an qui est estimé jusqu'en 2028. C'est-à-dire que quasiment chaque mois, aujourd'hui, vous avez l'ouverture d'un nouveau projet, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie. Donc on assiste véritablement à l'explosion d'un nouveau format culturel, donc au même titre que le cinéma, les musées, le théâtre, les expériences immersives sont et seront les nouveaux formats culturels de demain. Si on estime, l'industrie globale de l'immersion est estimée à 60 milliards de dollars. Alors ça inclut des projets notamment de VR avec des casques, plutôt pour des parcs à thème. Mais c'est pour vous montrer l'importance de ces secteurs liés à l'immersif. Alors, qu'est-ce qu'on entend finalement par expérience d'art immersif ? Donc c'est vraiment l'art de plonger le visiteur ou le spectateur au cœur d'un univers artistique. Alors c'est difficile de faire une définition en fait de ce que sont les expériences immersives, parce que moi quand j'en parle à des gens qui font du théâtre immersif, évidemment ils n'utilisent pas forcément de matériel numérique, et pour eux ça fait longtemps qu'ils font de l'immersion, mais ils n'utilisent pas de technologie. Évidemment, les gens qui font de la VR aussi font de l'immersif. Alors, si on peut résumer un peu 4 formats, je dirais qu'il y a les centres d'art expérientiels. Donc, ce sont des centres d'art qui sont basés vraiment sur une expérience plutôt contemporaine, un peu à la TeamLab, comme vous avez peut-être pu le voir aussi à la Villette en 2018. Aujourd'hui, TeamLab ils ont créé leur propre musée à Tokyo et dans encore d'autres villes. Donc ça, c'est plutôt l'expérientiel. On a les expositions digitales. Donc c'est vraiment ce que fait Culture Espace Digital avec l'adaptation en numérique de grands courants artistiques de l'histoire de l'art. On a les expériences en réalité virtuelle, et dommage que Myriam ne soit pas là parce que le Centre Phi à Montréal a produit vraiment de très belles expériences VR. Donc ce sont des parcours, comme vous avez pu le voir aussi peut-être Notre-Dame, Éternelle Notre-Dame à la Défense, donc des parcours en VR. Et puis on a ce qu'on appelle donc le théâtre immersif. Pour ceux qui connaissent peut-être les productions de Punch Drunk avec Sleep No More. Donc là, on est vraiment, le spectateur est au milieu de la scène de théâtre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de scène et les acteurs peuvent jouer dans un hôtel désaffecté ou dans un hangar. Mais la particularité, c'est que les spectateurs sont au centre et peuvent même participer à la pièce de théâtre. Alors pour les centres d'art expérientiels, j'ai pris quelques exemples. Donc vous connaissez TeamLab, donc Tokyo, ils ont ouvert Shanghai, Macao, Fukuoka aussi au Japon et Singapour. Donc ils développent des centres d'art expérientiels autour de leur esthétique très japonaise. Et évidemment, ça connaît un succès assez incroyable. En parallèle, ils continuent aussi à exposer, à présenter des expositions dans différents lieux. On a aussi en Amérique du Nord Meowolf. Alors Meowolf, c'est un collectif d'artistes pluridisciplinaires. Donc là, on va retrouver des scénographes, on va retrouver des street artistes, on va retrouver des artistes digitaux. Et d'ailleurs, Moment Factory a eu la chance de travailler avec eux sur le nouveau projet de Denver. Et aujourd'hui, Meowolf est un des grands acteurs justement de ces nouvelles expériences immersives. Alors c'est très coloré, très bariolé, c'est des univers très particuliers. On vit vraiment une expérience à part, sans pour autant que ce soit uniquement du digital. Donc il y a beaucoup de scénographie.
Superblue à Miami, idem, c'est un site qui a été créé en 2020, en plein Covid. C'est plutôt un centre d'art qui expose des artistes numériques, dont TeamLab aussi a pu exposer leur œuvre d'art. Donc ce sont plutôt des curateurs d'art numérique qui exposent dans un centre d'art en Floride, à Miami. Mais ils ont des volontés aussi de se développer à l'international. Et ce projet est porté par Emerson Collective. Et c'est comment dirais-je, la veuve de Steve Jobs qui est à la tête de ce projet. On a les Art Tech House. Alors c'est parmi les premiers à avoir initié un peu ce courant d'art numérique indoor expérientiel. Donc ils ont 3 sites. Donc depuis 2017, ils gèrent un site à Washington, un à New York et un autre à Miami. Idem, là on a des artistes numériques contemporains qui vont proposer leur contenu et donc il va y avoir une programmation qui va être faite tous les 4, 5, 6 mois. Il va y avoir un changement d'exposition. J'ai pris le Next Museum aussi, donc qui est pas très loin, qui est à Amsterdam, qui fait partie des musées comme ça expérientiels qui proposent aussi ce type de contenu. Alors pour les centres d'exposition digitale, donc tels que l'Atelier Lumière, quelques exemples. Alors j'ai pris évidemment Culture Espace Digital, mais je laisserai Jacques en parler plus amplement. On a aussi les Illuminarium. Alors Illuminarium, c'est pareil, ce sont des sites qui viennent juste d'être créés aux États-Unis. Alors c'est de l'expérientiel artistique basé plutôt autour d'une thématique, autour de la nature, du cosmos, des sciences. Pas vraiment autour d'une thématique artistique. Mais en tout cas, ils ont développé, donc ils ont déjà ouvert Atlanta, ils sont en train d'ouvrir Chicago, et ils ont ouvert Las Vegas aussi. Las Vegas est ouvert, et ils ont en projet Miami. Donc ça, c'est un fonds qui s'appelle Eldridge qui a financé ce projet à hauteur de 100 millions de dollars pour le développement de ces quatre lieux. Voilà, tout va bien. The Loom à Melbourne. Alors, ça nous a fait moi, ça m'a fait un peu grincer des dents parce que c'est une copie quasiment conforme entre guillemets de l'Atelier des Lumières. Ça a été créé il y a à peine 1 an. C'est situé à Melbourne et c'est géré par Grande Experience, qui est quand même aussi une grande firme qui propose des expériences immersives, plutôt en tournée. Et ils se sont aujourd'hui dirigés vers la gestion de lieux. Donc ils ont un lieu qui est ouvert à Melbourne et un autre lieu qui est en instance d'ouverture à Indianapolis, il me semble. Alors eux, c'est des Australiens. Et puis Kunstkraftwerk à Leipzig, donc en Allemagne, qui est un peu sur le modèle aussi type Atelier des Lumières, donc un site qui est quand même aussi assez connu en Allemagne. Et je crois qu'on a d'ailleurs, à l'époque, on avait des liens aussi artistiques aussi avec eux. L'Hôtel des Lumières au Puy-en-Velay, donc c'est une production aussi qui est assez récente, qui a ouvert en 2020 ou 2021, il me semble. Donc c'est au Puy-en-Velay, à l'Hôtel Dieu, qui est transformé à cette occasion en centre d'art immersif numérique. Alors là, c'est la grosse partie, entre guillemets, exposition digitale en tournée, parce que c'est quelque chose qu'on a particulièrement observé avec Moment Factory, et on a observé ce phénomène-là qui a vraiment émergé en Amérique du Nord depuis fin 2019. Donc aujourd'hui, on a pléthore de productions en tournée. Alors je vous ai donné quelques exemples, notamment autour de Van Gogh, mais c'est pour vous montrer que aujourd'hui, il y a quasiment une dizaine de compagnies différentes qui proposent Van Gogh en tournée. Pour certains, ça a été d'ailleurs un véritable succès. Vous avez évidemment, dans la même veine, ils ont fait aussi Monet. Donc tout le monde s'est engouffré dans Monet, mais parce qu'il y a une vraie demande, une vraie appétence pour ces types de thèmes très artistiques et liés à l'histoire de l'art.
Aujourd'hui, les principaux acteurs qu'on trouve sur ce marché des expositions immersives en tournée, il y a Lighthouse Immersive, Exhibition Hub, Imagine Exhibition, Paquin et Grande Day Experience. Alors pour Lighthouse Immersive, c'est une compagnie qui est basée à Toronto. Ils ont commencé avec une première salle au Canada en plein début de pandémie. Et ils ont réussi, grâce au digital, à régler la problématique de la distanciation sanitaire en projetant notamment des cercles au sol dans lesquels les gens pouvaient se tenir. Donc ils ont eu des autorisations pour pouvoir ouvrir en pleine pandémie. Donc ça a été plutôt malin. Ils sont même allés jusqu'à imaginer ouvrir un espèce de drive-in. Donc je crois qu'ils l'ont ouvert pendant quelques semaines. Un drive-in où en fait les gens rentraient en voiture dans un hangar et regardaient l'exposition immersive depuis leur voiture. Donc c'est pour vous dire jusqu'où l'expérience peut aller. En tout cas, fort de leur succès à Toronto, ils se sont très rapidement déployés sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Lighthouse Immersive étant porté par des promoteurs vraiment de tournée, donc des gens qui connaissent bien la gestion et de tournée, la location de lieux et la stratégie des expositions temporaires. Et là, par exemple, ils étaient au Pier 36 à New York, donc ils ont loué un énorme hangar, ils se sont installés là pendant quelques semaines et ils ont fait pas loin d'1 million de visiteurs, il me semble, en l'espace de 3 ou 4 mois, quoi. Donc ils ont fait une tournée dans 20 villes aux USA et ils ont accueilli près de 5 millions de visiteurs en l'espace d'1 an seulement. On parlait de tarifs tout à l'heure avec Philippe justement, c'est les grandes différences par rapport aux tarifs que l'on peut voir en France et auxquels on a l'habitude en France. Il faut savoir que ces tarifs-là, ce n'est pas du tout choquant pour les Nord-Américains. Les Nord-Américains sont très habitués à payer cher leur place. Tout ce qui concerne l'entertainment va être quand même assez cher. Et ça va même jusque dans le sport, où quand vous allez voir un match de la NBA, vous pouvez vous retrouver à payer des places à 300, 400, 1500, 2000 $ pour aller voir un match de basket. Mais les gens sont prêts à payer ce genre de prix-là. C'est le marché nord-américain. Voilà, donc on a un ticket moyen autour de 62, donc suivant leur grille tarifaire, autour de 60 $ en ticket moyen. Pareil pour Beyond Van Gogh, donc qui est produit par Paquin. On est autour de 54 $ en ticket moyen. Donc vous voyez, on est vraiment sur des tarifs qui sont bien supérieurs à ce qu'on peut nous trouver en France. Alors, ce qui était intéressant pour moi de voir par rapport à la France aussi, c'était ces expériences justement portées par Moment Factory, qui étaient pour moi assez novatrices, très intéressantes. Moment Factory a essayé d'aller aussi dans des formats, dans des endroits où on n'allait pas forcément naturellement trouver de l'art numérique ou une activation culturelle. Alors, ça a commencé notamment avec Aura, à la basilique Notre-Dame de Montréal, où en fait, au lieu de faire un mapping extérieur classique, comme on peut le voir aussi en France, là, ils ont occupé l'intérieur de la basilique et ils ont ils ont activé l'intérieur de la basilique pour proposer un spectacle immersif d'une 40aine de minutes, qui est un véritable succès à Montréal et qui a permis aussi à la destination Montréal de proposer une offre très nouvelle et un positionnement nouveau sur une expérience numérique dans un lieu sacré. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été porté par Moment Factory et qui est rejoué depuis maintenant 5 ans, chaque année dans la basilique. Les Lumina, ce sont des parcours lumineux en forêt ou dans des sites naturels. Là, l'idée, c'est vraiment d'activer des projets, d'activer un concept numérique, digital, plutôt dans un espace naturel. Aujourd'hui, il y a 2 sites en France qui proposent des Lumina, à la station des Jets, Alta Lumina, et à Rochefort, à la Corderie Royale, donc Oceana Lumina, donc qui est un hybride d'activation naturelle et d'activation du patrimoine. Donc c'est un spectacle qui se déroule en soirée et le public
fait un parcours avec un storytelling assez présent, assez fort, et les gens vivent une expérience dans le patrimoine ou dans un espace naturel qui va être rehaussé par le digital. Et puis il y a Super Real qui est un magnifique bâtiment dans une architecture néo-renaissance à Manhattan, donc dans le bas de Manhattan, et donc c'est une activation très moderne à l'intérieur de ce bâtiment qui va vraiment sublimer toute l'architecture du lieu. Voilà quelques exemples pour Aura. Les Lumina évidemment, donc on est vraiment plongé dans des univers très très différents, et puis évidemment Super Real. Alors moi j'avais quelques questions aussi, bon, je serais très heureux qu'on puisse avoir un échange à la fin, mais l'idée c'est, aujourd'hui on est quand même sur vraiment de très nouveaux formats, des expériences immersives, on est en train finalement comment dirais-je, d'explorer. Beaucoup de professionnels se posent des questions. Quels seront les formats finalement de demain? Est-ce qu'on va rester sur des formats de vidéoprojection indoor? Est-ce qu'on va combiner d'autres technologies? Est-ce qu'il va y avoir plus d'interactivité? Est-ce qu'on va jouer sur la XR, la VR? L'autre point important, c'est la nécessité de former des gens, parce qu'on a beaucoup, notamment d'étudiants, qui voudraient se lancer dans ce secteur, des nouvelles expositions immersives. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de formation pour proposer ce type de projet, pour diriger un projet d'exposition immersive. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation académique dans ce secteur. Et puis demain, quel rôle joueront les métaverses dans ces expériences? L'arrivée des métaverses est inéluctable, elle est liée au Web 3.0. Est-ce que finalement les métaverses vont peut-être proposer une prolongation de l'expérience physique de manière virtuelle sur ces métaverses? Donc voilà, les questions sont posées, mais en tout cas, ça me paraît intéressant d'y réfléchir. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Michael. Tu parlais de formats, des formats des expositions actuelles, des formats à venir. Du coup, moi, j'aimerais te poser une question avant de vous donner le temps pour une question avant de passer à Jacques. La question serait autour des formats de business. Parce qu'on a bien vu, du coup, entre les différents coûts, les expositions itinérantes ou des filières qui ont différents lieux, quel est le format qui fonctionne le mieux? Est-ce que la vision nord-américaine et France européenne et la frontière est rigide à cause de formats très différents, ou est-ce qu'il existe des porosités et en fait c'est vraiment une côté internationale qui peut se mettre en place? On a été relativement épargné par toutes les expositions Van Gogh par exemple. Est-ce que c'est une raison de ces différents points de vue ou pas? En fait, Un, deux, un, deux, oui. En fait, la grande différence aujourd'hui entre les expériences temporaires et les expériences plus pérennes, c'est évidemment la maîtrise des lieux que l'on va occuper. La problématique des États-Unis, et dont ils se sont rendus compte aussi en exploitant ces expositions, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un Van Gogh, vous avez votre contenu, mais il va falloir l'adapter à chaque salle. Donc de manière, et à chaque fois, il faut réadapter les contenus, même s'ils sont faits par rapport à l'architecture de la salle. Et ça, c'est une contrainte qui est énorme pour eux et dans laquelle ils dépensent aussi beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, on voit que ces gros opérateurs-là sont plutôt à la recherche de lieux pérennes et de maîtriser finalement toute la chaîne. Hein. Donc de vendre les billets, de posséder leurs lieux, de les louer ou de les acquérir, mais vraiment de proposer une programmation dans un lieu pérenne, plutôt dans des centres urbains importants. Donc c'est le modèle qui avait été choisi à la base qui est choisi par Culture Espace et qui aujourd'hui donne plutôt raison à ce modèle-là en fait. Oui, pour compléter la réponse de Mickaël, je dirais que c'est d'autant plus vrai que la qualité des expos s'en ressent, c'est-à-dire que plus le site a vocation à être permanent, plus l'investissement initial est important et on a quelque chose de robuste qui est réglable au millimètre, qui est du coup évolutif, etc. et qui à terme fait que les expos sont de très grande qualité. Ce qu'on va plus difficilement retrouver dans les expos temporaires, enfin ces expos tournantes, qui, pour certaines, intègrent 20 vidéoprojecteurs et 4 murs blancs. Ce qui est un peu limitatif pour de l'immersif, je trouve.
Oui, c'est pour ça que je parlais qu'on avait été épargné par ces expos, parce que j'ai le même point de vue que vous. Donc, avez-vous une question pour Michael avant de continuer? Sinon, on prendra d'autres questions à la fin. Monsieur a levé la main. Alors, je reprends. Je posais la question, est-ce que c'est bien pertinent de parler d'exposition, comme vous venez de le faire, par exemple, et pas plutôt de spectacle, par exemple. En tout cas, ça me paraît un concept et un médium assez différent d'une exposition au sens traditionnel où on l'entend. Et ça risque de produire une vraie confusion, voire une déception vis-à-vis du public. Oui, alors en fait, on parle surtout d'expérience, expérience immersive, vous avez raison. Exposition, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser ce terme quand on utilise plutôt des thématiques autour de l'histoire de l'art. Mais en fait, nous, les artistes avec qui on travaille, notamment en art numérique, pour nous, ce sont de vrais artistes. Donc eux, ce qu'ils font, que ce soit du contemporain ou dès qu'ils commencent à produire une œuvre d'art, eh ben, c'est une œuvre d'art numérique, donc ils exposent ce qu'ils veulent faire, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le monde de l'art plastique a peut-être entre guillemets envie de garder le terme exposition, mais aujourd'hui les artistes numériques tels qu'on les connaît et dont on fait la curation, notamment chez Motion Plus Design, des gens comme Beeple, des gens comme Pac, ou des gens comme Refik Anadol, ce sont des artistes à part entière. Et eux, ils font des expositions, c'est certain. Ils délivrent une exposition numérique, mais c'est une exposition. Justement, en parlant de contenu lié au format, en 2 minutes, je vais vous expliquer pourquoi j'aurais voulu que Myriam Achouar soit présente ici. Donc, le Centre Phi, situé à Montréal, a une approche aussi extrêmement intéressante dans les propositions d'expériences immersives qu'il propose, entre des formats hybrides ou des explorations de nouveaux types d'immersion. Par exemple, ils ont coproduit avec une société qui s'appelle Félix et Paul, une expérience qui s'appelle Infini, donc ils ont présenté d'abord à Montréal et qui est en ce moment en itinérance en Amérique du Nord, et qui est en fait divisée en 2 parties. On a une première partie en VR où on est vraiment, on se déplace dans l'espace avec un casque ou dans lequel on visite à l'échelle 1 l'ISS, parce qu'on a la thématique l'infini, c'est vraiment le côté spatial. Donc on a 20 minutes où on se promène dans l'ISS, on active des capsules vidéo, donc du coup on voit un petit peu la vie à bord. Et après, après cette expérience, on se déséquipe soi-même, on pose notre casque, donc tout est scénarisé, donc il part sur un tapis roulant très, très futuriste. Et après, on arrive dans une deuxième partie d'exposition où là, c'est de l'art contemporain, où on a Ryoji Ikeda, par exemple, qui va nous présenter certaines œuvres créées pour l'occasion sur cette thématique. Et donc, on a une petite dizaine de minutes d'aller de différentes salles, où là encore, on reste sur l'expérience, on est sur de l'art immersif, mais de l'art contemporain physique immersif. C'est une approche vraiment hybride qui est aussi très intéressante. Et là, dernièrement, il présentait, pour être sur de nouveaux types d'immersion, une immersion sonore. Le nom de l'exposition m'échappe, mais c'était donc des différentes histoires écrites par une poète sur le ressenti ou les expériences en direct de 5 personnes sur le jour des attentats, donc les 5 à New York, les attentats du 11 septembre. Et donc là, on est dans un espèce de bac à sable pour représenter vraiment la ruine de la ville, et dans lequel on se déplace et on rencontre les histoires, elles nous interpellent. Et donc vraiment, ils explorent ce genre de choses, tout aussi bien qu'ils présentent des expériences en VR de Marshmallow Lazo Fist. Donc on est vraiment sur une curation extrêmement large, aussi bien en accueil qu'en production et en coproduction. Donc c'est aussi ça, les expériences immersives. Mais du coup, il faut vraiment avoir cette finesse d'approche quand on est un lieu si spécifique que Phi, et Myriam l'aurait particulièrement bien expliqué. Donc, fini ce petit aparté, je vais passer la parole à Jacques de Tarragon, qui est directeur de l'Atelier des Lumières, après avoir travaillé aussi bien en France et à l'international sur quelques business développement. Jacques, c'est à vous. Merci beaucoup Philippe, et merci Mickaël, qui a tout dit, ou presque, qui a fait vraiment une magnifique big picture du marché de l'immersif, du digital.
Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais essayer de me focaliser un petit peu plus sur Culture Espace, son histoire, le démarrage du numérique dans la vie d'un acteur qui, depuis 30 ans, a surtout œuvré dans le domaine des expositions traditionnelles, en se basant sur... en fait, c'est... Merci beaucoup. Les compétences nécessaires... Oui. Là, je peux lancer là. Pardon. Ok. Bon, on va lancer dans une seconde. Les compétences nécessaires à la création d'une expo numérique, celles qu'on a pu acquérir depuis 30 ans dans le cadre de la gestion de sites traditionnels, elle nous a été d'une aide extraordinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais d'abord vous montrer un petit film pour ceux qui ne connaissent pas l'atelier ou les autres centres d'art numérique qu'on est en train d'ouvrir en France et à travers le monde pour illustrer un petit peu plus mon propos. Voilà, en fin de vidéo, vous avez pu voir la liste des différents centres d'art qu'on a ouverts et qu'on est en train d'ouvrir en France, en Europe et à travers le monde, en Asie, aux États-Unis notamment. Alors, une petite rétrospective de la vie de Culture Espace. Donc, on est spécialisé depuis 30 ans dans la gestion de sites culturels, dans la production de contenu, et dans la création de destinations culturelles, qu'elles soient traditionnelles ou digitales. On a un leitmotiv commun entre ces différents sites, c'est de transmettre notre héritage, l'héritage français, l'héritage historique, l'héritage culturel, à un public le plus large possible. On a... Je ne savais pas que c'était animé, ça c'était peut-être la vidéo. Voilà. Je vais vous parler de l'origine des centres d'art numérique. En fait, on a fait un constat. Après une quinzaine d'années d'exploitation de données, on a vu que la population de nos musées vieillissait. J'entends souvent parler d'une donnée intéressante qui dit que 70% des Français ne vont pas dans les musées de toute leur vie. Donc, on a articulé un projet autour de ça et en créant un concept de centre d'art numérique pour attirer une audience plus jeune et aussi continuer à prouver que les œuvres des grands maîtres de l'histoire de l'art étaient ou seront éternellement attractives. Voilà. Ça a débouché sur Carrière de Lumière en 2012. Mickaël en a parlé et je vais en reparler plus précisément après. Alors, j'ai été un peu vite, pardon. Donc, tout ça intègre notre stratégie avec des objectifs différenciés qui sont donc un nouveau mode d'initiation à l'art. Donc, c'est un nouveau prisme, un nouveau regard qu'on est en capacité d'offrir à des visiteurs sur la création artistique d'un grand maître ou des choses beaucoup plus typées entertainment dont je vais parler un peu plus tard. La création d'une offre complémentaire à celle des musées, ça c'est aussi important de parler de ce mot de complémentarité. On discute très souvent avec nos visiteurs qui, en sortie d'expérience, nous disent c'est extraordinaire, je ne connaissais pas du tout la peinture de Monet. C'est très beau, je prends mes billets pour aller voir Monet au musée d'Orsay. Donc ça, pour nous, c'est un pari réussi parce que on joue notre rôle d'introducteur, entre guillemets, à l'art pour quelqu'un qui ne l'a pas connu autrement.
L'objectif, c'est aussi la considération des ayants droit qu'on connaît depuis des années du fait de notre travail dans le domaine des expos plus traditionnels. Et c'est fou de voir à quel point on commence à être attractif, c'est valorisant. Le fait de voir que des ayants droit, des comités viennent nous voir, nous rencontrer pour nous proposer de transformer l'œuvre de l'artiste en une exposition numérique. L'objectif aussi, c'était la levée des contraintes de rassemblement et de conservation des œuvres, qu'on connaissait bien aussi, mais qui est de plus en plus complexe pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer. Voilà. Autre objectif, c'était d'offrir un voyage culturel à travers un exhausteur qui est le site. Mickaël l'a parfaitement dit. Le site participe énormément à la qualité de l'expérience. On s'est basé en France et à l'étranger. On s'est lancé dans des recherches complexes de sites gigantesques avec une âme, une histoire. Ce sont des sites qu'on utilise beaucoup pour l'événementiel aussi. Et donc on a besoin d'un endroit magique. Le hangar de 1000 m², 4 mètres de haut, mur blanc, c'est quelque chose auquel pour l'instant j'ai un petit peu de mal à adhérer. Ensuite, l'expérience qu'on propose, c'est une expérience et un programme riche et varié. On essaye de pas simplement offrir une exposition sur un grand maître. Quand on fait Van Gogh, une expo qui dure une quarantaine de minutes, on veut essayer d'y associer toujours une expo qui répond. Je pense à Japon rêvé qu'on a pu faire en 2019, qui répond à l'œuvre de Van Gogh, à son inspiration. Et puis, également proposer des choses un peu plus modernes, notamment via des expos contemporaines. On fait travailler des jeunes artistes en motion design pour proposer des expériences très différentes et aussi et surtout montrer les capacités d'un centre d'art numérique, les capacités visuelles. Parce qu'entre projeter une toile peinte il y a 200 ans et la création d'un jeune artiste turc comme on a pu l'avoir à l'atelier en motion design, c'est vraiment très différent. Voilà. Le visiteur sort de l'expérience en se disant j'ai vu un panel de choses riches et variées. Voilà, donc tout ça pour arriver à... Je reviens à Carrière de Lumière en 2012. La mairie des Hauts-de-Provence nous confie la gestion d'un site millénaire absolument magnifique dans lequel on vient intégrer ce premier centre d'art numérique en se disant on va essayer de faire quelque chose de grandiose. La technologie était un tout petit peu limitative à cette époque-là. Il faut dire ce qui est, c'était entre le diaporama et ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, ce que vous avez vu à l'écran. Et voilà, de manière un peu incrémentale, la technologie aidant, tout ça s'est amélioré, devenu plus robuste. La qualité des médias, celle des vidéoprojecteurs, etc., a commencé à faire quelque chose d'assez incroyable et de très immersif. Le mot n'a pas été inventé avant les expositions, c'est plus le sentiment qu'elle procurait qui est né après. Et puis on a commencé à faire atteindre des niveaux de fréquentation assez inédits pour ce type de lieu. Carrière de Lumière, les Hauts-de-Provence, c'est dans un lieu magnifique, mais ça reste la province. Et on avait 700 000 visiteurs. On s'est dit, allons explorer des bassins de population un petit peu plus riches. On a cherché un site à Paris qu'on a identifié en 2016, une ancienne fonderie de 1835, une fonderie de fer qui avait alimenté le réseau ferré parisien fin du 19e, début du 20e. Et on a intégré en 2 ans de travaux tout un système audiovisuel donc très robuste, hautement qualitatif, avec un système de son spatialisé, 140 vidéoprojecteurs. Et puis, on avait bâti un business model en se disant qu'est-ce qu'on va faire ? On va probablement atteindre 300-400 000 visiteurs. Le 11e arrondissement, c'est quand même pas l'épicentre culturel parisien. Bon. Et puis, première année, 1,3 million avec Klimt et Wunderwasser, puis 1,4 million avec Van Gogh. Et puis, bon, le Covid est venu se mêler de tout ça, gentiment. Mais on s'est dit, on tient quelque chose de magnifique. On arrivait à toucher les visiteurs avec la qualité de la programmation qu'on arrivait à offrir. Et on s'est dit, c'est le moment ou jamais. On est un peu précurseur dans ce domaine-là, au moins sur les sites fixes. Allons explorer l'international et développer des sites à l'étranger. Depuis, on a ouvert à Jeju, donc une île en Corée,
à Dubaï, Infinity des Lumières, New York qu'on va ouvrir le 14 septembre très prochainement dans une ancienne banque très majestueuse, etc. Amsterdam qu'on a ouvert il y a quelques mois, Séoul il y a quelques semaines. Et c'est, à notre sens, un peu le début de l'histoire. Voilà, on est en train de continuer à explorer ce concept-là et imaginer qu'il va pouvoir se développer partout et servir d'initiation à des millions de visiteurs qui, je l'espère un jour, auront la curiosité d'aller ouvrir les portes des musées pour aller faire face aux œuvres. Voilà. Merci Jacques. C'était très intéressant d'avoir cette vision de l'intérieur. Donc j'aurais peut-être 2 questions pour vous avant de laisser le public en poser une ou 2. D'abord, c'est la thématique de vos expositions. Donc vous avez parlé des ayants droit qui viennent toquer à votre porte, mais je pense que vous procédez aussi autrement. Donc quel est vos critères de choix? Et du coup, vous choisissez votre programmation d'expo combien de temps à l'avance? Pour la programmation, ça peut être très très en avance. On n'a pas forcément vocation à faire tourner nos expositions comme on a pu voir celle dans la présentation de Mickaël, de Grande Expérience, etc. Mais la production d'une exposition numérique est longue et complexe et donc coûteuse. Donc on essaye, une fois que le Van Gogh a tourné une année à Paris, d'envoyer cette exposition et de l'adapter avec, grâce à des procédés qui s'améliorent de plus en plus en réduisant les coûts d'adaptation, parce que l'architecture des lieux n'est jamais la même, d'un site à l'autre. Donc on fait voyager ces expos. Donc on essaie de nourrir un catalogue d'expositions dont pour certaines on décide du lancement et de la créa 4 ans en avance. On est à une dizaine d'expos. On a produit cette année notre 10e expo longue. Évidemment, celle qu'on a produite il y a 4 ans a toujours besoin d'être un peu remasterisée, rehaussée. On retravaille les contrastes, les animations, parce que voilà, les gens s'attendent en permanence à voir des choses nouvelles, plus dynamiques, plus travaillées, etc. Donc on y travaille en permanence. Mais voilà, pour le choix des artistes, c'est assez compliqué. Mais voilà, la donnée d'entrée, c'est le fait, je dirais, d'aller chercher d'abord des grands maîtres. On a vocation à faire du grand public, attirer un maximum de monde dans ces expos, donc il faut trouver des noms connus. Donc voilà, les grands maîtres d'histoire de l'art, les blockbusters, on va aller piocher dans les 50 grands noms de la peinture française, européenne, mondiale. Voilà. Toutes les peintures, malheureusement, tous les styles d'artistes ne se prêtent pas aux expos. Je dirais que vous voyez un Van Gogh, un Cézanne, un Klimt, etc. C'est une peinture qui est, je dirais, peut-être cloisonnée, contrastée, colorée, etc. Je prends un exemple d'un artiste pour lequel ça va être beaucoup plus compliqué de le faire, parce qu'on y a pensé, évidemment. On aime beaucoup Turner. Et dans la fin de sa carrière, Turner fait de la peinture très étalée, brumeuse, diffuse, etc. Pour créer des animations, des transitions, avec quelque chose qui est très, alors j'allais dire très impressionniste, c'est pas le bon mot pour Turner, mais voilà, avec des peintures qui sont pas fades, mais parfois un peu transparentes, brumeuses, etc. C'est très compliqué. Donc on va chercher des artistes qui ont une œuvre qui se prête au niveau voilà, contraste, colorimétrie, cloisonnement à ça. Et puis, autre considération importante, il faut des artistes qui ont beaucoup produit. Une expo numérique, c'est de 40 minutes, il faut entre 500 et 800 œuvres pour la créer. C'est beaucoup de travail, c'est un gros travail iconographique, notamment de recherche des médias en très haute définition. Et si vous lancez dans une expo numérique sur un Rembrandt ou sur un artiste qui est célébrissime dans le monde et qui a fait 26 toiles, c'est très compliqué. Donc quand vous allez chercher des Van Gogh, des Cézanne qui ont peint entre 800 et 1500 tableaux, vous avez de quoi d'abord créer une expo très complète, mais aussi représentative de l'esprit. Il y a une complétude dans la présentation de la vie, du cours de la vie de l'artiste. Voilà.
Et vous avez parlé des chiffres de fréquentation à Paris. Ils sont impressionnants, hein. C'est vraiment le signe d'un grand succès très rapide. Quelle est la comparaison de visiteurs entre votre visitorat parisien et le visitorat à l'étranger? Il y a des similitudes ou des grandes différences? Comment ça fonctionne ailleurs? Alors, l'ouverture des sites à l'étranger étant récente, je ne suis pas en capacité de faire des comparaisons entre les données de l'Atelier des Lumières et celles de nos nouveaux centres d'art numérique à l'étranger. Ce que je peux vous dire, j'ai rassemblé quelques données sur l'Atelier des Lumières qui, à notre sens, vont être assez similaires ailleurs à l'étranger. Donc, à Paris, on a 22% d'étrangers, ce qui est encore faible. Et bon, le Covid a évidemment bousculé tout ça et je pense qu'on va revenir à des taux de fréquentation. Oui, cette année, on est autour de 15. Avant, c'était 22 en 2019. Donc, je prends la dernière année complète de fréquentation sans coupure. On a 55% de visiteurs d'Île-de-France. Raison pour laquelle on développe notre business model sur les bassins de population. Tous les touristes qui vont revenir à New York voir nos expositions, et ils sont évidemment les bienvenus. Mais on a construit notre modèle en se disant, il y a 30 millions d'habitants autour de New York, c'est là qu'il faut aller. Et 55-60% de nos visiteurs seront des New-Yorkais ou périphériques. À l'atelier, on parlait d'âge des publics tout à l'heure un petit peu, on a 35% de moins de 35 ans. Donc c'est un peu un pari gagné pour l'atelier qui voulait un peu rajeunir la population dans les musées. Ça, c'est un score dont on est très fier. On a 34% de visiteurs qui viennent dans le cadre d'une visite famille. Ça, c'est bien aussi. On n'est pas toujours enclin à emmener les enfants de 5 ans dans un musée traditionnel parce qu'au bout d'une heure et demie, ça devient compliqué. À l'atelier, ça reste quelque chose de simple. Chacun découvre l'expo avec ses propres yeux. Les enfants jouent avec les couleurs, les mouvements, etc. Et les parents se mettent dans l'expérience avec. Et ça marche pour les érudits ou pour les néophytes. Voilà. Voilà. Et puis, sur les CSP, je ne vais pas vous donner de chiffres très précis, mais je peux vous dire qu'on a 2 fois plus d'ouvriers et de professions intermédiaires à l'atelier que dans un musée traditionnel. Ce qui est aussi un pari réussi. Et puis voilà, surtout, c'est notre objectif, c'est 95% de visiteurs satisfaits ou très satisfaits en sortie de visite. Voilà. Merci beaucoup pour ces chiffres en toute transparence. Et du coup, donc c'est vrai que ce 55-60% de locaux, entre guillemets, est vraiment impressionnant. Je pensais vraiment que la proportion des touristes allait être bien plus forte. Est-ce que vous savez si, du coup, dans cette proportion, quel est le taux de fidélisation? Combien de fois reviennent-ils par an? Est-ce qu'ils reviennent à chaque expo? Est-ce qu'ils reviennent plusieurs fois par expo avec d'autres personnes? Oui, alors français et étrangers confondus, on a un taux de repeaters qui est en constante augmentation. Et ça, c'est aussi une grande satisfaction pour nous. Donc aujourd'hui, alors qu'on a une expo qui est en cours dans l'Atelier des Lumières, vous prenez un visiteur sur 3, ils sont déjà venus 1 fois ou 2 fois ou 10 fois pour certains. Et on commence à se rendre compte que les adeptes du concept, quand ils sont en déplacement, entendent parler de l'ouverture d'un site, notamment pour Amsterdam, et que les deux communiquent. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Merci beaucoup. Donc on peut prendre 1 ou 2 questions pour Jacques. Bonjour, j'ai une question à 2 volets, puisqu'il n'y a pas beaucoup de questions. Vous ne nous laissez pas poser beaucoup de questions, parce que c'est que 1 ou 2 pour tout ce monde-là, ça ne fait pas beaucoup. La première, c'est, vous avez des chiffres intéressants, qui sont des chiffres de fréquentation. Est-ce que vous avez des chiffres sur les publics qui seraient, suite à cette expérience, à ces expériences, sont allés au musée, de ce fait? Est-ce que ça, vous l'avez étudié? Non, malheureusement, on n'a pas eu la possibilité de faire ça. On récolte très peu de données dans le système de réservation en ligne. Trop peu pour faire la moindre statistique, ou alors au moins des données géographiques, etc. Les données qui sont extraites ici sont celles qu'on peut faire suite à des études, questions au public en sortie de visite, etc. Donc on leur demande leur provenance, leur âge, etc. etc.
on peut poser des questions sur des tas de choses, mais on n'a pas la suite de la visite, entre guillemets. On est en capacité de les arrêter à la sortie de l'atelier. Ce qu'ils vont faire après, c'est un peu plus compliqué. Donc je ne peux pas vous donner un chiffre précis du nombre de visiteurs, n'ayant jamais visité un musée, qui, sortant de l'atelier, va franchir ce pas. Je dis ça parce que puisque vous avez des chiffres, vous pouvez peut-être cibler ce type de recherche qui serait intéressant. Et surtout, si vous avez des visiteurs, comme vous dites, qui reviennent plusieurs fois. Donc la deuxième fois qu'ils reprennent leur ticket, c'est peut-être l'occasion de leur poser la question. Exactement. Et donc on aurait des chiffres. Parce que vous assénez beaucoup de choses, vous dites beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont probablement des rêves, enfin pas des rêves, des propos peut-être dans l'idéal, mais il y a des choses qui ne me semblent pas tout à fait justes. Par exemple, vous dites donc que les gens, ça leur ouvre la porte des musées, mais on ne sait pas, on n'a pas de preuves, donc vous le dites comme si c'était vrai, comme si c'était acté, mais ça ne l'est pas. Je retranscris ce donc ça ne l'est pas. Non, mais ça ne l'est pas puisque vous n'avez pas de chiffres. Vous dites que vous faites des expositions. Moi, je vois que les critères pour vous de choix des œuvres exposées, je ne parle pas des jeunes artistes, je parle des œuvres donc, de grands maîtres, vos critères sont commerciaux. Ce n'est pas une critique, on a tous besoin de business et tout, pas de souci. Mais sont donc des critères commerciaux, des critères techniques, du fait de la forme même de l'exposition, et des critères de quantité d'œuvres par artiste, de production, qui n'est pas vraiment un critère de qualité d'un artiste. Donc vos critères sont éminemment fonctionnels, commerciaux, techniques. Alors, les critères, alors vous dites que vous êtes une expérience culturelle, donc où sont les critères culturels, où sont les critères scientifiques, et est-ce qu'il y a des commissaires, je termine ma phrase, s'il vous plaît, quels sont les critères, donc je dirais sur le plan culturel et scientifique, qui pourraient faire penser que ce sont vraiment des expositions, donc au sens culturel. Alors, vous n'avez pas parlé du critère esthétique, qui est évidemment qui est prédominant dans nos choix. Et je ne suis pas sûr qu'on fasse un mauvais choix en allant chercher des grands noms. J'ai rappelé l'objectif principal qui était d'attirer le plus grand monde, le plus grand public possible. Et ça, pour le coup, les chiffres que je vous donne sont les vrais chiffres. J'espère que Mickaël pourra confirmer ce que je dis. On a encore des contraintes. Tout ça est très jeune. L'Atelier des Lumières, il est ouvert en 2018. Il a été fermé au total pendant 1 an. On n'a pas terminé d'explorer les possibilités de l'outil. On a fait ce qu'on a pu dans un premier temps. Ça fonctionne. On arrive à faire vivre une entreprise de 400 personnes sans subvention. Et on se dit que même si tout ça est perfectible, eh ben, c'est déjà un bon début. Voilà. Et on est accompagné dans notre entreprise par des grands professionnels du monde de l'art qui ont travaillé pendant 20 ans, 30 ans à organiser de magnifiques expos à travers le monde et qui ont le recul, la connaissance artistique et scientifique pour faire progresser le système. Donc voilà, je vous invite à suivre l'atelier la suite de la vie de l'Atelier des Lumières dans le futur pour assister à ça. Je voudrais juste rajouter un petit propos, Jacques, si tu me permets. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir... Moi, quand on a ouvert l'Atelier des Lumières avec Klimt, on a été tellement étonnés de voir qu'il y avait 80% de nos visiteurs qui étaient des franciliens, des Français, qui venaient voir le lieu. Alors évidemment, il y avait l'effet nouveauté, tout ça, mais ça a persisté par la suite. Donc en fait, on se pose la question, par exemple au Louvre, où on est aujourd'hui, c'est le contraire. C'est 80% d'étrangers avec 20% de Français, à peu près. Donc aujourd'hui, avec le Covid, effectivement, toute la fréquentation du Louvre s'est écroulée puisqu'elle tenait sur les tours opérateurs, les gens qu'on va chercher en Asie. Versailles, ça a été pareil. Toute la fréquentation s'est écroulée. Donc on se demande justement où est l'action de ces grands musées-là envers les populations françaises pour les faire venir au musée, puisque tout tenait avec des touristes étrangers. Donc en fait, on a montré qu'il y avait un intérêt pour le public pour de nouveaux formats, plus accessibles. L'Atelier des Lumières est arrivé parce que la technologie nous permettait de pouvoir exprimer quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'on a attiré un public qui ne poussait pas du tout la porte des musées. Alors aujourd'hui, on voit, et on est là pour ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est réunis au Carrousel du Louvre, c'est qu'on voit les musées, ayant vu l'exemple de l'Atelier des Lumières, se dire tiens, c'est pas mal. C'est un outil qui permet de démocratiser d'une certaine manière l'accès à l'art, l'accès à l'histoire de l'art. Alors comme le dit Jacques, c'est perfectible, ça a 4 ans d'existence, mais je peux vous assurer que tous les musées aujourd'hui s'intéressent à ces formats-là pour faire venir
revenir la population dans leur collection. Et les deux ne sont pas justement opposables, les deux peuvent être très complémentaires en fait. Je rassure tout le monde, il y aura plus de questions à la fin. Donc on peut en prendre une autre avant de passer à la présentation suivante. Très bien, donc on garde pour la fin. Donc en l'absence de Myriam, je vais vous présenter un projet qui, en fait, va réunir plusieurs inputs que l'on a entendus, c'est-à-dire le lieu donc vraiment pour lequel l'expérience est faite, et l'itinérance, vu qu'il s'agit d'un bateau-musée que Art Explora va lancer en octobre 2023. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, comme je vous disais, Art Explora, on est une fondation qui travaillons sur le soutien à la création contemporaine et sur l'accès à la culture au plus grand nombre. Et donc on a comme projet ce bateau-musée qui est parti du constat que la majorité de la population mondiale vit à proximité des côtes et que le long de ces côtes, ça n'est pas là où il y a, dans la plupart des pays, les centres culturels les plus importants. Donc pourquoi pas en mode cabotage, aller avec un bateau qui le permet, créer des nouvelles expériences culturelles pour ces populations. Donc, pour cela, on a créé il est en cours de construction. Il s'agit d'un voilier, donc un voilier conséquent, donc un catamaran de 46 mètres de long, qui permettra du coup d'accueillir un nombre important de visiteurs en fonction des centres, vu qu'on a calculé qu'on pouvait avoir à peu près 2000 personnes par jour. La première itinérance sera lancée en octobre 23, comme je le disais, et on va s'intéresser à la Méditerranée. Chaque itinérance aura du contenu différent. Donc, il y a 10 contenus en fonction de la présentation de la configuration du village et du bateau. Parce que donc, sur le bateau, on travaille sur une thématique par itinérance, mais le bateau voyage aussi avec un village culturel qui, lui, traitera d'autres liens. Donc, par exemple, pour la Méditerranée, on travaille à bord du bateau avec des commissaires du musée du Louvre et d'autres musées autour de la Méditerranée, comme le musée Sursock à Beyrouth, au Liban, sur la thématique de la représentation des femmes en Méditerranée, donc qui sera traité sous différents formats que je vais aborder juste après. Et dans le village, par contre, un village qui accueillera 2 expositions, mais aussi différents pavillons avec différents médiums pour présenter de l'art, donc aussi bien de l'immersion sonore que de la réalité virtuelle, bien sûr un espace de workshop et une agora centrale pour accueillir nos activités culturelles, et le tout avec un festival culturel dans la ville. Donc quelque chose d'assez ambitieux. Et à bord du bateau en lui-même, la visite se passera en 4 étapes, c'est-à-dire qu'on aura un lien entre le bateau et le quai, ce qu'on appelle la pitch room, c'est l'endroit où vraiment les personnes se mettront dans l'ambiance de visite, vu qu'on a quand même cette particularité d'être sur un bateau gigantesque, donc on va jouer ça jusqu'au bout. Ça permettra en plus d'avoir différents publics, les publics qui sont beaucoup plus intéressés par le bateau que par son contenu, ou juste des badauds de passage qui verront peut-être que l'accès gratuit va les occuper pendant 45 minutes. Et donc, on aura cette pitch room où donc, les gens vont se déchausser, vont suivre les consignes de sécurité spécifiques à ce lieu. Et bien sûr, d'autres activités de découverte, par exemple de l'Académie, qui est la plateforme de découverte d'histoire de l'art en ligne d'Art Explora. Puis après, donc, ils arriveront sur le pont arrière, où sera présenté le premier format de l'exposition sur la représentation des femmes en Méditerranée. Ce sera un format audiovisuel, type documentaire d'une dizaine de minutes, qui va donc faire découvrir la thématique et donner les clés de compréhension avant de passer à la galerie, donc à l'intérieur, une galerie immersive avec donc des écrans LED au mur, une partie du plafond et du son spatialisé, qui va donc venir là être beaucoup plus sur le sensoriel, avec donc un petit peu le pendant pédagogique du documentaire sur le pont arrière, pour vraiment faire vivre une expérience immersive à part sur cette thématique.
thématique. Puis après, donc, les visiteurs passeront sur le pont supérieur pour là être sur une immersion sonore avec la thématique d'un voyage en Méditerranée. Donc vous voyez donc à peu près 1 heure de grande partie. Donc pour revenir sur la thématique, la thématique qui a été choisie avec la commissaire principale, qui est Noémie Dossé, donc conservatrice au département des Antiquités orientales du musée du Louvre. On a décidé de vraiment traiter un sujet contemporain et pourtant pas si évident de porter comme ça autour de la Méditerranée, donc cette thématique de la représentation de la femme à travers les cultures de la Méditerranée, mais aussi les femmes artistes, pour avoir une vision le plus complète possible. Donc pour vous faire un petit update sur le projet, donc là on part donc dans 15 mois. La production, comme le disait Jacques, une exposition immersive, ça prend du temps. Bon, on n'est pas très en avance, mais on y arrivera quand même. Donc le script est en cours de rédaction. On vient de choisir la technologie donc, de ces écrans LED sur le pont arrière aussi bien que dans la salle. Et donc, on est en train de mettre en place le planning de cette itinérance qui donc s'arrêtera, vous avez vu quelques exemples avant, aussi bien donc départ de Marseille, mais qui va s'intéresser à 15 pays autour de la Méditerranée, donc Beyrouth, Izmir, Istanbul, Alexandrie, Tunis, pour remonter sur le Portugal pour avoir une vision quand même un petit peu plus européenne, mais donc ces 15 pays en 15 mois à partir de 2023. Donc le village culturel que j'évoquais, donc qui prendra cette forme à Marseille, et donc dans ce village, l'offre culturelle sera complémentaire du numérique. On a choisi le numérique à bord du bateau pour des questions de conservation aussi bien que d'assurance, mais donc dans ce village culturel, il y aura des expositions d'art contemporain, dont un pavillon commissionné par les 15 commissaires de chaque pays, vu qu'on travaille vraiment pour que chaque étape dans un pays soit co-créé en partie par des commissaires locaux et bien sûr tout le festival créé avec la scène artistique locale. Donc on a vraiment ces différents médiums qui seront présentés à ces visiteurs qui donc en se posant dans les ports, dans ces cœurs de ville, seront extrêmement divers et qui viendront pour différentes raisons. Donc là on rejoint un petit peu cette diversification d'audience qu'a réussi l'Atelier des Lumières. Nous on souhaite vraiment s'inscrire aussi là-dedans et créer des nouveaux points de contact avec déjà ce côté itinérant, aller à la rencontre d'eux, et ce côté expérientiel un petit peu plus poussé que d'habitude sur ces formats et ces thématiques-là. Donc voilà pour mon intervention. Donc suite au désistement de Myriam, j'ai calé un petit peu celle-ci, qui répond un petit peu aux mêmes enjeux que l'on a évoqués. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à l'un de nos deux intervenants, ou est-ce que je pose les miennes ? Bonjour, alors merci à toutes les trois pour cette belle présentation. Donc moi je suis aussi autrice et productrice d'expériences immersives. Nous on fait plutôt des expériences sonores et lumineuses et on se pose pas mal de questions justement sur l'avenir des expériences immersives, sur davantage d'interaction, ce sentiment d'immersion. Mais on se demande aussi comment est-ce qu'on peut les rendre compatibles avec les enjeux du 21e siècle, avec la crise écologique en premier lieu. Donc c'était pour savoir si vous aviez un peu des outils pour justement anticiper, comprendre, calculer, parce qu'on est aux prémices à la fois de ces nouveaux outils et à la fois des enjeux immersifs pour bien mesurer notre empreinte, mieux concevoir. Est-ce que vous avez des outils à nous partager pour construire ensemble ces expériences immersives de demain ? Alors, il y a déjà sur l'art numérique, c'est vrai que on est sur une activité effectivement qui consomme de l'électricité. Avec Motion Plus Design, on s'est lancé sur de la production avec des artistes qui font des œuvres notamment en NFT, et on sait que les NFT aussi consomment beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer d'avoir une politique de compensation de CO2 donc dans nos projets numériques. Et j'ai l'impression que ça vient de plus en plus dans ces projets-là, où évidemment l'idée, c'est de pouvoir réutiliser aussi parfois des matériels, notamment qui viennent de l'événementiel,
de pouvoir les repimper, entre guillemets, et de les réutiliser. Donc en fait, il y a encore tout un écosystème à inventer, parce qu'on est sur comme le disait Jacques, sur une nouvelle industrie, et qu'aujourd'hui, ces activités-là qu'on connaît aujourd'hui, en plus en sortie de Covid, sont en train véritablement d'exploser, et il y a tout encore à inventer. Donc, du côté d'Art Explora, c'est vrai que c'est une thématique extrêmement complexe. On a choisi ce modèle de catamaran voilier qui sera utilisé vraiment 90% à la voile pour des questions environnementales, mais on vient y rajouter un équipement LED consommateur et un village. Donc c'est vrai que c'est complexe. Pour le moment, notre approche est de déjà cette compensation qui est une évidence. On est en train d'avancer pour être prêt dès le milieu d'année prochaine, et aussi de se positionner au niveau de générateurs d'électricité dans chaque port, des générateurs à l'hydrogène. Donc ça commence à bien se généraliser, mais pour être complètement franc, dans l'itinérance qui est la nôtre, il va être difficile de trouver d'hydrogène dans certains pays, que ce soit Égypte, Liban ou autre, pour en citer que quelques-uns. C'est vrai que la source d'approvisionnement sera un petit peu difficile, mais on est déjà justement 1 an et demi à l'avance en train d'essayer de sourcer pour chaque étape tous ces besoins logistiques avec cette idée d'empreinte la plus réduite possible en étant raisonnable. On a été très ambitieux au début sur le village, on en a bien restreint en se disant que c'était peut-être pas trop responsable de partir si ambitieux. Donc on est vraiment en train de resizer un petit peu le projet avec ces nouvelles données environnementales. Donc un groupe de réflexion a été lancé par Les Augures et Contrôle S pour la culture, donc qui s'appelle le lab du numérique responsable. Art Explora en fait partie, mais aussi le musée d'Orsay, pour ne citer que, et des écoles, d'autres, on va dire, dans l'écosystème des ICC muséales plutôt. Donc on essaie vraiment de penser activement là-dessus. C'est une question qu'on ne peut pas éviter, il faut y penser très très vite. D'autres questions ? Du coup, j'ai une question pour nos deux intervenants, c'est sur la technique. On a parlé de technique, vous avez vraiment parlé du côté nécessaire de la qualité des vidéoprojecteurs, aussi bien qu'avoir un lieu pour mieux adapter. Les lieux qui fonctionnent en propre, fonctionnent-ils tous avec des partenaires techniques ou des partenaires aussi bien mécènes qu'on va dire des marques attitrées pour être plus performants ? Alors en effet, à l'Atelier des Lumières, on a 2 typologies de grands partenaires, ou 3 si vous voulez inclure les mécénats. Il y a aussi des mécènes qui évidemment promeuvent la manière dont on souhaite présenter l'art, la peinture notamment. On a des gens qui nous accompagnent sur l'intégration des sites. Donc des grands partenaires techniques qui donc sont intégrateurs, lead les projets avec nous et travaillent entre 6 mois et 3 ans à l'installation d'un système audiovisuel robuste et complexe. On ne l'a pas en propre. Donc on y réfléchit évidemment. Donc évidemment ce sont des partenaires structurants qu'il faut faire vivre, alimenter, pérenniser, essayer de les accompagner pour leur donner une vision et leur dire que voilà, ils ont tout intérêt à continuer à nos côtés. Et puis évidemment, autre typologie de partenaires très importants, les studios de création qui vont nous accompagner sur la production des expositions. On a en interne une équipe Culture Espace Digital qui va rédiger un script, songer au choix d'un artiste, réaliser un travail iconographique une fois que l'artiste est choisi, etc. Un directeur artistique qui pendant 1 an, avec 4 personnes, va créer tout ça de toutes pièces, et le studio de création qui va nous accompagner parce que des médias dans des définitions aussi importantes, etc., ça nécessite une installation numérique lourde et complexe avec des fermes de calcul. Une exposition numérique, c'est 10 téraoctets de data. Donc quand vous faites un petit correctif sur une exposition, il faut faire recalculer ces choses-là. Ça prend
Ça prend du temps et pour l'instant, même chose, c'est une fonction qui est non internalisée. Donc voilà, on a des partenaires extérieurs extrêmement structurants pour notre activité. Et du coup, gérer plusieurs lieux permet-il d'avoir une économie d'échelle sur ces apports techniques? Oui, bien sûr. Notamment à travers les différents process qu'on a mis en place. Au fil de l'eau, on a beaucoup appris de nos succès, mais aussi de nos erreurs. Et on a réussi à éditer une sorte de cahier des charges, le cahier de bonne conduite du lancement du Centre d'art numérique, qui nous permet de suivre une succession de tâches qui fait qu'avec le temps, on se spécialise et on s'améliore en continu. Je crois qu'il y a une question au fond. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à M. Taragon et à M. Rivière. Est-ce que dans le cadre de la production de vos expositions, est-ce que vous utilisez de l'intelligence artificielle générative pour la production de contenu? Pas à ce stade, mais évidemment c'est à l'étude. Donc on a une cellule de veille technologique qui travaille au siège et qui suit toutes les avancées dans ce domaine-là. Évidemment, le domaine de l'IA est tout à fait intéressant à explorer et on essaye de manière un peu, pas incrémentale, mais on vient ajouter des expériences. Dans l'ouverture du site Amsterdam, on a intégré un outil interactif qui permet aux visiteurs d'avoir un lien entre le toucher et ce qui est présenté autour des murs, et c'est généré grâce à de l'IA. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de vraiment frappant, quelque chose qui puisse se marier parfaitement entre ce qu'on veut retranscrire, l'émotion qu'on veut donner, c'est une expérience sensorielle, etc. Et on se dit évidemment que l'IA, à terme, va pouvoir apporter des solutions sans doute très intéressantes. Pour l'instant, on veille, mais on n'a pas été convaincu par des solutions très concrètes. Nous, de notre côté, on est encore plus jeune et donc on est sur la première exposition. Donc on se positionne vraiment dans une approche la plus simple et la plus efficace possible. Mais c'est vrai qu'en début d'année prochaine, on pensera déjà à la deuxième itinérance. Et comme je vous l'ai dit, une itinérance égale un nouveau contenu. Et c'est vrai que là, du coup, on a plus de temps. On voit un petit peu comment celle-ci se construit. Et c'est une chose que l'on aimerait bien essayer. On verra la possibilité, mais on a ça en tête. Oui, bonjour. Merci déjà pour vos présentations. J'avais une question pour M. Taragon concernant l'Atelier des Lumières et les Carrères des Beaux-de-Provence. Vous avez mentionné tout à l'heure que l'atelier du coup est assez jeune et on parlait aussi de fidélisation des Français suite à la crise du Covid. Concernant ce premier lieu que vous avez pu où vous avez pu exposer et créer des expériences aux carrières, avez-vous pensé à produire d'autres expériences dans d'autres provinces, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en France, sachant qu'on a plusieurs régions avec des lieux assez incroyables et surtout en voyant votre décision qui du coup est assez rapide de vous exporter très rapidement en fait dans plusieurs lieux à l'international. Est-ce que ça paraît pas plutôt logique de plutôt déjà dans un premier temps fidéliser les Français sur le territoire et les sites qu'on a? Vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose qu'on a beaucoup essayé de faire. Et dans ce cadre-là, on a ouvert à Bordeaux, Bassin de Lumière en 2020, qui est donc le site est une ancienne base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale, très compliquée à démanteler. Avec des murs de béton armés de 15 mètres d'épaisseur, etc. Et donc, évidemment, la mairie cherchait désespérément un projet un peu concret pour donner une seconde vie à ce site. Donc, on a réfléchi pendant... Bordeaux semblait une ville, évidemment, très intéressante pour nous. Culturellement, l'offre n'était pas extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses à visiter à Bordeaux, mais dans le domaine de l'art, c'est évidemment plus limité qu'à Paris. On s'est dit, voilà, il y a potentiellement une place. Donc on a longuement travaillé sur ce projet et c'est aujourd'hui notre plus grand centre d'art numérique. Il y a 11 000 m² de surface de projection dans ce site-là.
Je vous invite à aller voir l'exposition du moment qui est Venise la Sérénissime et qui se prête parfaitement au lieu parce qu'on vient brosser Venise du 14e jusqu'à 1950, voilà, sous toutes les coutures. Et vous êtes à Bordeaux les pieds dans l'eau, parce que en fait, ces alvéoles, ce site, voilà, c'est des grandes alvéoles de 100 mètres de long, 20 mètres de large, et qui accueillaient 2 sous-marins côte à côte. Et maintenant, il y a des projections partout. Sur les murs, ça se reflète dans l'eau, et voilà, on a le sentiment d'être à Venise. C'est vraiment on a des retours assez extraordinaires sur ce site. Évidemment, on voudrait aller plus loin, et essayer de s'installer à Lyon, à Toulouse, etc. Et ce sont des recherches qui sont longues et difficiles, mais qui ont cours en ce moment même. Donc voilà, on y travaille. Merci. C'est encore moi. C'est une question donc pour Mickaël, pour Mickaël et pour Jacques. Vous avez une force dans vos projets qui est celle d'avoir des lieux qui sont grands, qui sont beaux, qui attirent du public, qui ont une ligne éditoriale aussi qui est très marquée et très reconnaissable et qui savent attirer du public. Et de l'autre côté, il y a de nombreux plus petits acteurs que vous avez un peu cités. Typiquement dans le théâtre immersif, en France, on voit commencer à émerger de nombreuses petites compagnies, d'autres créateurs en réalité virtuelle, en réalité augmentée, des créations sonores immersives qui sont beaucoup à la recherche de ces lieux. C'est très difficile à trouver. Bon, je pense que vous avez l'expérience de trouver des lieux, c'est assez compliqué. Est-ce que vous êtes tourné à la recherche potentiellement de ces potentiels petits acteurs, de leur ouvrir vos portes pour faire peut-être une curation, des expositions, des parcours immersifs thématisés? Est-ce que ce sont des choses que vous regardez au-delà du mapping ou des expériences numériques que vous produisez vous-même, d'avoir d'autres acteurs avec vous? En fait, en 2019, on avait lancé d'ailleurs à l'Atelier des Lumières un festival de création, donc c'était Immersive Art Festival, donc qui était un festival qui montrait justement le talent des studios, de 11 studios français et européens, dont nos amis en Turquie, parce qu'il y a une école incroyable de la création numérique à Istanbul. Donc les plus grands quasiment artistes numériques aujourd'hui sont turcs. Donc on s'est essayé à utiliser finalement l'Atelier des Lumières comme vecteur de présentation de ce type d'art-là. Mais comme le rappelle Jacques, ce sont des productions qui sont très complexes, très lourdes. Donc dès qu'on s'attaque à la production dans un lieu comme l'Atelier des Lumières avec 140 vidéoprojecteurs, on s'attaque vraiment à un monument, quoi. Donc il faut des équipes, il faut du matériel, et on ne peut pas s'improviser, entre guillemets, on peut difficilement tester des choses. Après, dans le studio, c'est un espace qui est plus petit, qui était plus permissif pour tester des choses. Après, reste la question du spectacle vivant. En fait, c'était un peu la question. On avait imaginé faire des choses avec Mourad Merzouki, que vous connaissez peut-être, qui a fait Pixel avec Adrien M et Claire B. Tout reste encore à explorer, mais on était tellement pris en fait, au départ dans les opérations, dans l'ouverture de ce lieu et toutes les... on a quasiment inventé un nouveau métier, entre guillemets, en ouvrant ce lieu-là. Qu'on n'a pas pu explorer encore toutes ces possibilités-là. Enfin, à l'époque, c'était ça. Ça y est, je le tiens, le micro. Je voulais revenir sur l'aspect éco et socio-responsable. Donc, je voulais vous demander tout à l'heure sur votre bateau, comment il fonctionnait. Vous avez répondu, c'est à la voile. Mais je trouve qu'il y a un aspect tout à fait positif aussi là-dedans, c'est que vous allez à la rencontre du public. Et quand on sait que dans ces questions-là, c'est surtout les déplacements qui sont source de tous les méfaits qu'on peut avoir, donc vous répondez en partie à cet aspect-là du déplacement, puisque vous allez à la rencontre des publics, même s'ils doivent évidemment aller sur la côte. Et c'est d'ailleurs pareil pour les deux musées que vous représentez, ou les musées que vous représentez, puisque vous allez chercher votre public dans la région où ils sont. Et donc ça, c'est vraiment un point, je trouve, extrêmement positif par rapport à cet aspect-là des musées. Ensuite, il y a le côté éducation. Je suis assez bluffée par l'aspect pédagogique qu'il y a dans ces propositions que vous faites. Et quand on sait que dans les 17 objectifs de développement durable, l'éducation est un point
extrêmement important, c'est l'objectif numéro 3, 4 ou 5, je ne sais plus, vous répondez aussi grandement par ces choses-là, parce que vous permettez à tout un public qui ne va pas au musée, etc., de s'éduquer par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi. Et puis après, on passera rapidement sur les bâtiments, en tout cas chez Culture Espace, que vous rénovez. Donc on est dans les 3R, réutiliser, vous réemployer, etc. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement vertueux dans ces approches-là. Ce qui était intéressant, en tout cas avec Culture Espace, le modèle, c'est vraiment de se servir de lieux avec une architecture très forte, s'en servir comme support de création. Alors effectivement, les modèles nord-américains vont aller dans des convention centers, ils vont tirer des toiles blanches, ils vont mettre 20 vidéoprojecteurs et ils vont appeler ça exposition immersive. Mais on est à des années-lumière de ce qui est fait en termes de qualité par l'Atelier des Lumières. Donc on est sur des modèles totalement différents. Personnellement, moi, je crois beaucoup à la mobilité. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais je suis en train de lancer un projet justement mobile, plutôt en France, pour aller aussi au contact des populations qui n'auront peut-être jamais la chance d'aller à Paris, parce qu'on voit bien que sur les 10 expériences aujourd'hui immersives qu'il y a en France, il y en a 9 à Paris et une à Marseille avec la Joconde. Et en fait, quand vous habitez en dehors de Paris et de Marseille, si vous êtes à Périgueux, à Clermont-Ferrand ou à La Rochelle, vous avez quand même des difficultés à aller tester une expérience immersive. Donc il va falloir à un moment donné amener ces expériences-là au plus près du public. Et notamment aussi en travaillant avec... il y a de nombreuses écoles, et ça on n'en parle pas suffisamment, mais je reviens du Canada, je reviens du Québec. Chez Moment Factory, il y a plusieurs dizaines, voire centaines de Français qui travaillent, qui sont embauchés, parce qu'on a quasiment les meilleurs artistes numériques aujourd'hui, motion designers, avec les Gobelins, avec d'autres écoles. Et en fait, on a un talent fou en France. Et évidemment, l'Amérique du Nord, qui est un gros consommateur de production, d'industrie créative, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'animation, dans les jeux vidéo, recrute énormément tous les talents français. Donc aujourd'hui, il y a un vrai challenge de garder les jeunes aussi. C'est pour ça que je parlais de formation. Mais pour moi, c'est extrêmement important parce que ce que Culture Espace a ouvert donc avec l'art numérique et a montré entre guillemets la voie, c'est quand même un projet franco-français dont on peut être vraiment fier. On a des étudiants qui sont particulièrement bien formés. Donc aujourd'hui, la France se doit d'être leader dans ce marché-là. Et on a vraiment toutes les compétences pour réunir ça. Mais il faut que ces projets-là puissent aller aussi en région, en proximité, travailler avec des écoles en local. Il y a plein de jeunes d'écoles de Tours, de Nantes, qui aimeraient tester des choses, tester des formats. Donc, mais il faut leur apporter les équipements pour tester ces choses-là, quoi. Moi, j'avais une petite question pour enchaîner sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le point de vue de la pédagogie. Côté Culture Espace, je pense que ces expériences sont très axées sur le sensoriel, sur l'immersion, etc. Qu'en est-il du contenu ? Contrairement à une exposition traditionnelle où peut-être la critique est de dire il y a trop de cartels, il y a trop de textes. Par contre, les œuvres sont authentiques et il y a ce devoir pédagogique d'éduquer le plus grand nombre, notamment en voyant que vous attirez un public très jeune. Donc est-ce que vous assumez une certaine responsabilité aussi par rapport à ce public qui s'approprie des œuvres de maîtres anciens d'une autre manière ? Alors, dès le début, on a été confronté à la complexité du sujet en se disant comment est-ce qu'on peut faire une expérience 100% immersive, sensorielle, tout en respectant notre souhait de vouloir faire de la médiation, partager la connaissance, etc. Donc on a construit des dispositifs qui permettent notamment, je pense, il y a plein de choses à l'atelier qui permettent ça. D'abord, vous rentrez, on vous indique comment télécharger l'appli qui va vous parler de l'expo, du contenu, des œuvres qui sont présentées avec des dates, l'emplacement où elles se trouvent dans les différents musées à travers le monde, etc. Et qui va parler des œuvres une à une. Bon, ça c'est pour l'appli. On a développé à l'intérieur de l'Atelier des Lumières une citerne, qui est une ancienne grande citerne d'eau qui avait vocation à apporter de l'eau pour refroidir les pièces métalliques qu'on produisait à l'époque. Et à l'intérieur de cette citerne, on projette en continu
quand vous avez une séquence, j'en sais rien, sur la Sainte-Victoire de Cézanne, à l'intérieur de la halle, vous allez avoir en même temps, à l'intérieur de cette grande citerne, toutes les œuvres originales sur lesquelles on va communiquer un maximum d'informations. Et les visiteurs qui sont appelés à être en mouvement permanent, à se balader dans l'expo, vont être à même de pouvoir se renseigner, lire et comprendre ce qu'on a voulu faire et ce que l'artiste, lui, à l'époque, a voulu faire également. Et puis, on accompagne le visiteur un peu tout au fil de sa visite avec des panneaux pédagogiques dans des recoins, des grands panneaux pédagogiques à l'entrée, des grands écrans qui vont parler du lieu, de l'artiste, de la construction de l'expo, de Culture Espace, de notre fondation, etc. pour essayer d'alimenter en entrée, visite et sortie. Voilà, diffuser un maximum d'infos pour que le visiteur soit contenté, abreuvé. Et est-ce que vous diriez que justement par cette approche sensorielle, peut-être aussi émotionnelle, qui engage un peu plus notre manière de s'approprier un sujet, vous diriez que justement comment les jeunes s'approprient ces contenus-là, c'est peut-être des fois plus réussi ? Est-ce que vous avez des données là-dessus ou des retours par rapport à des enquêtes de satisfaction où on vous dit ah mais je préfère aller à Culture Espace que voir une expo de Van Gogh. On a quelques données. Les données, c'est très manuel comme traitement là-dessus. C'est la lecture et la compréhension des commentaires et des critiques de nos visiteurs. On a sur Google 25 000 avis qui ont été postés et qui nous permettent d'être dans l'amélioration continue. Quand je prends des exemples basiques, mais quand on vous dit à 15 reprises sur la même semaine que le son est trop fort, eh ben, on progresse et on baisse un peu le son. Eh ben, c'est exactement la même chose sur le contenu, le choix des artistes, les comparaisons qui peuvent être faites avec d'autres centres d'art numérique itinérants ou permanents. Et donc c'est grâce à ces choses-là qu'on essaye de s'étalonner, de s'améliorer et de contenter nos visiteurs surtout. Il y avait... Allez-y, c'est comme vous. Non, juste, il y avait une volonté quand même au départ d'emmener les gens dans une contemplation, justement de ne pas appeler ça musée numérique. L'idée, c'était justement d'être différent, voire complémentaire d'un musée. Et donc, en cela, l'idée, c'était de ne trop mettre d'informations pour que les gens ne soient pas là en train de lire des cartels comme dans un musée traditionnel. L'idée, c'était plutôt d'observer le comportement des gens. Et très vite, on a vu que les gens ils s'allongeaient par terre. Alors jamais on n'aurait imaginé que les gens allaient s'allonger par terre, qu'ils allaient plutôt déambuler et tout ça. Mais en fait, on a vu des gens s'allonger par terre, se mettre les anoraks sous la nuque et quasiment faire une sieste, quoi. Donc ça, on l'a jamais vu dans un musée. Mais même nous, on n'aurait jamais pensé à ça. Donc en fait, on a cassé aussi les codes du musée pour que les gens, ce soit une bulle en fait de rêverie. Et en cela, ça a été vraiment réussi. Mais comme le disait Jacques, les gens nous reprochaient de ne pas donner suffisamment d'informations. Et je crois qu'au fur et à mesure, on a mis beaucoup plus de panneaux, beaucoup plus de contextualisation de l'époque, de l'œuvre, choses comme ça. Oui, merci. Je vais poser ma question du coup. Pour Monsieur Cousigou et Tarragon, donc vous avez expliqué. Après, on a vu qu'il y avait des avis qui divergeaient sur ça, que vous étiez complémentaire du musée en termes d'offres culturelles. Si on prend maintenant peut-être un point de vue un peu plus surplombant, est-ce que vous diriez que dans votre, on va dire, concurrence, est-ce que c'est plutôt les musées instagrammables, comme, je sais pas, Balloon Museum à la Villette en ce moment, le Museum of Ice Cream à New York, est-ce que c'est les Microfolies, est-ce que c'est le cinéma, est-ce que c'est le parc d'attractions, est-ce que c'est les expos temporaires dites blockbuster? Voilà, ça c'est une première question. Deuxième question qui est plus, je dirais, pratico-pratique pour Philippe Rivière. Au niveau des pratiques professionnelles au quotidien de votre catamaran, je voulais savoir en fait s'il y avait aussi une itinérance des personnels. Est-ce que les médiateurs du coup font aussi l'itinérance ou bien est-ce qu'il y a des médiateurs locaux sur place? Voilà, merci. Alors sur la question, pardon, parce que j'étais en train de réfléchir à la dernière. Excusez-moi. La première question, c'était ah oui, les concurrences. Pardon. La concurrence, oui. Ouais. Alors comme je le disais en préambule,
on a l'impression d'avoir quand même inventé quasiment un nouveau format culturel. Donc ce nouveau format culturel, il n'a que 4 ans, ou avec l'écart de lumière, 10 ans d'existence, mais on est vraiment en train d'essuyer les plates sur ce nouveau format. Et quand on voit le succès des expositions temporaires et des grands groupes, notamment américains, qui s'engouffrent là-dedans, sans parler, parce que là on est sur des formats plutôt, nous, culturels qui nous intéressent, que ce soit de l'art numérique contemporain ou que ce soit de l'art numérique dont laquelle on a une inspiration sur l'art classique, mais on a des Netflix qui s'intéressent à ce type de format-là, avec des licences exclusives, on a des Stranger Things qui sont produits en immersif. On a énormément d'enjeux aujourd'hui sur le licensing. Donc en fait, tous les grands groupes d'entertainment, Sony notamment, Disney, sont en train de s'intéresser à ce format, à ces formats d'entertainment culturel ou de loisirs urbains, indoor. Donc nous, c'est vrai qu'on est sur une thématique beaucoup plus culturelle, mais finalement, on peut quasiment tout faire. Après, c'est la problématique de la licence. Et il y a vraiment énormément d'argent aujourd'hui en jeu dans ces nouveaux formats. Je complète juste, tu as tout dit, Mickaël. Je pense à la concurrence indirecte. C'est tout bête, mais retour de confinement au mois de mai, il fait beau à Paris, et la concurrence indirecte, c'est la terrasse parisienne. Et on n'a pas pu lutter beaucoup. Les retours ont été très timides. Et concernant les équipes de notre itinérance, donc les équipes qui vont suivre l'itinérance vont plutôt être des équipes régisseurs ou des chefs d'équipe, mais vraiment les médiateurs et autres personnels d'accueil seront des personnels locaux. Pour deux points, hein, là encore, le transport, je ne vais pas dire inutile, mais le transport de personnel d'un point A à un point B, avec les roulements, éventuellement des retours sur Paris ou autre, c'est absolument inenvisageable, toujours en pensant à notre empreinte écologique. Et après, vraiment, la pratique terrain, les langues, sur cette itinérance, on va devoir traiter 12 langues. Le bassin méditerranéen a le seul avantage d'être proche, mais donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on allait faire la première itinérance sur ce bassin-là, mais il est d'une grande complexité et les langues font partie de cette complexité, ce qui fait que vraiment ces personnels seront recrutés en local. Y a-t-il une autre question ? Oui. Bonjour. Je me posais juste la question qu'on n'avait pas du tout évoqué, la question de l'interactivité justement de ces expériences émotionnelles et immersives, mais que du coup, voilà, tous les exemples qu'on a vus, la question de l'interactivité en fait entre le visiteur et la proposition, voilà, n'était pas. Est-ce que c'est un sujet auquel vous réfléchissez ? Oui. Alors j'ai évoqué très brièvement le module qu'on a intégré à Amsterdam, qui permet aux visiteurs. Donc la technologie est encore, je dirais pas balbutiante, mais c'est très compliqué de faire de l'interactif avec un public nombreux. Parce que les systèmes de captation, notamment, donc là je parle typiquement d'un truc, Atelier des Lumières, on fait des projections sur les murs, que sais-je, de formes, etc. Et les visiteurs vont pouvoir interagir en touchant le mur, on va pouvoir créer un impact de mouvement, de translation, un effet sonore, etc. Il me semble que, moi je n'étais pas là à la naissance de l'Atelier des Lumières, que ça a été envisagé et abandonné parce que la technologie n'était pas tout à fait au point. En 4 ans, il s'est passé plein de choses et à Amsterdam, on a voulu intégrer quelque chose. Donc on amène le visiteur dans une partie de la halle qui est séparée de 2 murs, et d'un côté comme de l'autre, en fait, on vient faire bouger les œuvres. Et vous pouvez mettre 4, 5, jusqu'à 10 enfants à l'intérieur qui vont laisser leurs parents tranquilles pendant l'expo et qui vont s'amuser à faire leur propre expo en faisant bouger eux-mêmes les projections. On en est là pour l'instant. C'est pas tout à fait grandiose, mais je pense on est très sollicité par des nouveaux acteurs du domaine qui nous présentent des briques intéressantes
et on ne désespère pas avoir des choses vraiment sympas pour voilà, passer agrémenter nos expos. Ouais, puis on s'était rendu compte, alors il y avait eu un laser qui avait été installé au tout début dans la citerne, qui était un dispositif assez basique. Quand on coupait le laser, ça faisait apparaître une image. En fait, on se rend compte aussi qu'avec du grand public, le grand public est très peu, est un peu technophobe, on va dire. Donc il y a parfois, nous, des personnes âgées qui ne savent même pas éteindre le flash sur leur téléphone. Donc en fait, on est là en train d'être à leur côté. Mais dès qu'on leur met, alors je ne parle même pas de la VR, mais dès qu'on leur met un device ou dès qu'on leur demande une action, on savait que ça pouvait quand même aussi engendrer certains problèmes. Il y avait aussi la problématique de la gamification de l'expérience. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des familles où alors là, c'était la salle de jeu et ça pouvait engendrer ou ça pouvait casser un peu toute cette ambiance très calme, et on avait des enfants qui pouvaient courir partout et qui voulaient s'agiter en tous les sens, ce qui était tout à fait normal, porté par l'interactivité. Et puis le troisième point, c'est qu'est-ce que ça apporte vraiment à l'expérience? Est-ce que ça l'augmente? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un effet entre guillemets de gadget? Je sais qu'avec Moment Factory, on maîtrisait très bien cette technologie-là, notamment pour les parcours Lumina ou pour Super Wheel, où là on avait des gros ballons qu'on pouvait lancer sur les murs et les impacts provoquaient des choses dans toute la salle. Très impressionnant, mais il faut vraiment une maîtrise totale de ces outils-là. Et comme le disait Jacques, dès que vous avez beaucoup de monde, ça commence à être vraiment très compliqué. Et il n'y a rien de pire que d'avoir une panne sur un élément majeur de l'expérience, quoi. Dernière question. Non? Si, ici. Bonjour et merci pour votre présentation. D'abord, j'avais une question tout à l'heure. Vous évoquiez le rôle, enfin la place de l'art en fait dans la conception numérique de ces formats pour l'Atelier des Lumières par exemple. Et justement par rapport aux artistes qui conçoivent le format tel qu'il est, quelle place, quel crédit vous leur accordez en fait? Je ne sais pas, à l'issue de l'expérience, j'imagine que leur nom est affiché. Comment vous les remerciez d'une certaine manière? Alors pour Culture Espace, c'est assez facile, hein. On travaille avec le même directeur artistique depuis 10 ans maintenant, qui crée 80% de nos expositions numériques. On est en train de faire entrer d'y associer des gens en interne maintenant, donc des gens qui se sont révélés au contact autour d'un projet et qui ont montré de magnifiques qualités auxquelles on a confié des créas, plus courtes pour l'instant, parce que c'est assez complexe. Donc programmation courte, je vous donne un exemple en ce moment à l'atelier, c'est Cézanne Kandinsky. On vient de confier Kandinsky à une jeune créatrice qui a commencé toute petite chez Culture Espace. Et Gianfranco Iannuzzi, qui est notre directeur artistique phare, a créé l'intégralité des expos et c'est lui qu'on interviewe à un lancement presse d'une exposition. C'est lui qu'on voit partout affiché dans l'hall, dans les crédits à la fin d'une expo. Voilà. Donc, il se trouve qu'on a un partenaire et un directeur artistique très emblématique chez nous. Et voilà, il a toute sa place. Il est reconnu et il est reconnu bien au-delà à l'étranger parce qu'il est sollicité sur des tas de projets différents. Très bien. Eh bien, je crois qu'on va vous remercier pour vos questions, pour avoir assisté à cette table ronde. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de CITEM.